Bonjour à tous, bienvenue sur le Twitch de Science et Avenir. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Mon nom est Mathieu Novak, je suis le rédacteur en chef du mensuel Science et Avenir et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Yvan Kirillov. Bonjour Yvan. Alors voilà, on est venu vous parler de notre dernier numéro, Les géniales erreurs d'Einstein, qui est en vente en ce moment, parce que vous savez que Science et Avenir, c'est un mensuel. Donc notre dernier numéro est sur les géniales erreurs d'Einstein. On va s'en parler longuement ce soir. Mais c'est aussi un trimestriel qui s'appelle Les dossiers de Sciences et Avenir. Le dernier numéro est consacré à la mémoire. Il est toujours en vente. Et c'est aussi dans la même rédaction, vous trouvez notre trimestriel La Recherche, presque entièrement rédigé par des scientifiques. Il y a quelques articles de journalistes, mais majoritairement des scientifiques. Science et Avenir, c'est aussi, mais vous le savez, c'est aussi cette chaîne Twitch, mais c'est aussi des réseaux sociaux avec Valentin Collia qui nous a filé un grand coup de main pour monter ce Twitch ce soir. Je salue aussi tout de suite Émilie qui est à la technique. Donc des réseaux sociaux, on est là sur X, on est là sur Insta, sur LinkedIn. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter nos publications. C'est aussi un site internet, un site de flux. On est là tous les jours, non-stop, on vous donne les infos, des infos gratuites, des accès à des articles payants. Voilà, donc c'est tout cet univers. Si vous ne le connaissez pas ou mal, je vous invite de prendre le temps de venir nous découvrir. Mais si on est là ce soir, c'est pour parler d'Einstein avec toi, Yvan. Donc, sois le bienvenu. Merci. Donc, tu es venu avec nous donc, pour faire ce dossier. Mais alors, dis-nous d'abord, qui es-tu, Yvan? Alors, je suis historien des sciences de formation. Et depuis une dizaine d'années maintenant, j'écris des livres de vulgarisation, enfin grand public, sur l'histoire des sciences. Donc, voilà, donc principalement des biographies. Donc, j'ai fait une biographie d'Oppenheimer il y a 2 ans de ça, à l'occasion de la sortie du film. Une biographie de Marie Curie aussi récemment, et donc Einstein en 2024. Donc, le mystère Albert Einstein. Voilà, donc c'est dans une collection de grandes biographies. C'est un peu un incontournable, hein, comme cette année Einstein, donc 2025, s'annonçait. Il fallait l'inclure dans cette série de grandes Oui, parce qu'on a eu scientifiques. beaucoup d'anniversaires. Hein. Pourquoi cette année, là, c'était... Oui, il, il faisait les choses voilà, régulièrement. Donc, Enfin, là, on avait quand même 3 dates. On avait les 70 ans de sa mort. voilà, donc en 1955. Donc les 120 ans de la relativité restreinte, et Restreint. surtout de ce qu'on appelait l'année miraculeuse 1905, 105. avec une série d'articles dont chacun est une révolution pour la physique de son temps, donc quelque chose encore aujourd'hui qui est complètement incroyable. Et donc 1915, alors en trichant un peu, parce que c'est vrai que les premiers papiers paraissent à la toute fin 1915, on pourrait dire que c'est 1916, on va dire que c'est 1915, donc la relativité générale, son grand œuvre, donc, qui redéfinit. Oui, c'est l'année que l'histoire des sciences a retenu, donc on est quand même Voilà, légitime. ça fait Bon. des chiffres ronds. Depuis quand tu t'intéresses à Einstein? Oh, ben depuis que je m'intéresse à la science, donc, ça remonte assez loin. C'est vrai il est assez incontournable, mais quand j'ai eu l'occasion d'écrire sa biographie, en fait, dans tout ce que j'avais écrit avant sur la physique, le livre sur Oppenheimer, j'avais aussi fait un zapping des sciences, donc il parlait un peu de tous les sujets. Einstein, il est partout, enfin, on le rencontre à tous les tournants. C'est vraiment incontournable et toujours d'actualité. C'est vrai que même quand on s'intéresse aux derniers développements, voilà, Einstein revient toujours. Alors, quand on attaque une biographie d'Einstein, on a encore des choses à découvrir. J'ai l'impression qu'on a tellement parlé de lui, tellement écrit de bouquins. Comment tu fais pour renouveler le genre? Bah, de toute façon, c'est vrai qu'il arrive toujours à nous surprendre. Alors bon, moi, dans les biographies que j'ai fait paraître chez Larousse, l'idée, c'est un peu à la fois de
de présenter les découvertes scientifiques le plus clairement possible. Voilà, un public n'est pas forcément averti de ces questions. Et aussi de parler de la biographie, vraiment de la vie, comment la vie a influencé le travail. Et c'est vrai qu'Einstein, aujourd'hui, je pense qu'on va surtout parler de son travail scientifique, mais sa vie, c'est fantastique de raconter son parcours. Ah, vas-y, parle-nous, raconte-nous un peu le personnage, parce que on va parler de science, bien entendu, mais là, tu vas justement pouvoir nous apprendre des choses peut-être qu'on connaît pas bien. À l'origine, moi, ce qui me fascine, c'est que c'est pas un chercheur en poste, quoi. C'est d'abord un autodidacte. Non, bah alors, c'est vrai qu'il n'est pas, issu d'une famille de scientifiques. Il n'a pas un parcours. C'est pas la voie royale qui l'a amené pourtant à être sans doute le plus grand, enfin le scientifique le plus célèbre de l'histoire. C'est On vrai peut dire même qu'au début, c'est un cancre. Hein. Alors oui. Non, j'exagère. Disons qu'il y a eu un peu un mythe de Einstein, mauvais élève. Ah oui. Donc, dans le livre, j'essaie un petit peu de nuancer ça, c'est-à-dire que cancre, pas au sens où voilà, ça restait. Il a été brillant très jeune, c'était un jeune homme et même un enfant extrêmement, extrêmement brillant. Il a montré très tôt une intelligence hors norme, mais ce qui a amené à un petit peu ce mythe de Einstein-Cancre, c'est qu'il était surtout complètement rétif à l'autorité. Ça, c'est quelque chose qui m'a passionné aussi dans son parcours. Et c'était un cancre, en fait, aux yeux de ses maîtres, parce qu'il voilà, il a grandi et il a étudié dans l'Allemagne récemment réunifiée, qui était encore voilà, sous le modèle prussien. Et donc, c'était l'école. C'était pas une école militaire, mais c'était une école où les valeurs militaires régnaient. Voilà, c'était la discipline, c'était le sérieux, l'apprentissage par cœur, surtout pas sortir du cadre. Et ça, Einstein, c'était tout ce qu'il détestait, c'est tout ce qui. Oh, ça va même le pousser à changer de nationalité plus tard, ça. Oui, oui, oui. Ouais. Donc le militarisme et même toute obéissance aveugle à l'autorité, c'est quelque chose qu'il ne supportait pas, qu'il ne comprenait pas même. Donc aux yeux de ses maîtres, c'est vrai il y a eu des observations quand on a retrouvé ses bulletins de notes ou des choses comme ça, où c'est vrai que certains de ses professeurs disaient que c'était un rêveur, voilà, il n'avait pas forcément toujours les meilleures notes parce qu'il n'était pas dans le culte de la performance, mais on ne peut pas dire que c'était un cancre. C'est un peu. Alors, on nous demande dans le chat, n'hésitez pas à te poser toutes vos questions. Un cancre ou un inadapté au système scolaire? Non, ce que tu nous dis, c'est tout système, en fait. C'est pas que le système scolaire. Oui, enfin, à l'éducation telle qu'on l'a pratiquée à l'époque, qui heureusement a beaucoup évolué, mais voilà, mais, par exemple, quand il s'est installé ensuite en Italie, donc son père était industriel, donc il faisait des affaires en Italie, et donc Einstein a échoué à ses examens, et c'était aussi à ce moment-là qu'il renonce à la nationalité allemande, parce qu'il veut pas passer le service militaire. Il a quel âge quand il demande à renoncer? Il est jeune, il n'a pas 20 ans encore. Non, pas encore. Ouais. Enfin, bon, c'est vraiment dans sa jeunesse, quoi. Voilà, il s'affirme. C'est avant de passer ce qui est l'équivalent du bac, en fait. Ouais. Et donc, il s'installe en Italie, et là, il veut passer le concours d'entrée à l'école polytechnique de Zurich, où il va étudier après. Et donc, il passe par une école italienne qui a adopté des méthodes pédagogiques complètement novatrices, où la personnalité de l'élève est respectée, où son autonomie est valorisée. Et là, il va vraiment s'épanouir, et ça va être une expérience formidable pour lui, parce que il n'était pas rétif à tout système scolaire, mais en tout cas, le système scolaire prussien, qui était vraiment ce qu'on faisait de pire en termes de rigidité. Voilà, et puis d'étouffer les individualités, l'imagination. Enfin, donc, quand il a réussi à sortir de ce cadre-là, il s'est épanoui. Donc oui, c'était vraiment
il questionnait toujours. Il y a un autre mythe d'Einstein qui dit qu'il aurait été nul en maths. Ah, Ça alors, aussi, c'est pareil. Alors, il y a plusieurs origines à ce mythe, mais alors, c'est vrai que, par exemple, sa sœur rapporte que quand il était enfant, c'était pas forcément le meilleur en calcul. Alors déjà, les maths, le calcul, c'est c'est pas la pas même tout à fait chose. pareil, ouais. Parce que, voilà, des fois, il lui arrivait de faire des erreurs de calcul. Il avait peut-être pas ce côté complètement focus, voilà, cette concentration. On y reviendra parce qu'il en a fait les erreurs de calcul. Hein. Oui, Ouais, par la vas-y. suite Ouais. aussi, ça lui arrivait assez souvent. Mais par contre, il adorait. Euh, alors, il a lu les éléments d'Euclide voilà, très jeune. Il a appris tout seul pratiquement le calcul différentiel. Et ce qu'il Oui, aimait, c'est ça, c'est. parce qu'en fait, on lui apportait des bouquins. Lui-même, il avait ce côté autodidacte, avec des bouquins qu'on lui donnait, qu'il bouffait tout seul, quoi. Voilà, oui, À la maison, en dehors des cours, quoi, hors programme. oui, alors Il s'est intéressé à la géométrie très tôt. oui, oui, la géométrie, les maths. Donc après, il avait, voilà, dans sa famille, son père était ingénieur. Il avait un oncle voilà, qui avait fait des études scientifiques. Il y a aussi un, un jeune étudiant en médecine qui avait été accueilli par la famille Einstein, qui venait dîner avec eux régulièrement, qui s'appelait Max Talmud, Mhm. et qui a aussi, donc à l'époque, Einstein il avait 10-12 ans, et donc il a tout de suite vu l'intelligence précoce de ce gamin, et il l'a incité à lire des livres sur les sciences, et jusqu'à voilà, des livres de philosophie. Donc voilà, Einstein à 12 ans, il lisait Kant, quoi, quand même. Ouais. Pour un Kant, c'était pas mal. Donc oui, très précoce, mais oui, plutôt autodidacte. Et ce qu'il aimait dans les mathématiques, donc plus pas vraiment le côté calcul, c'était la démonstration. Je pense qu'il n'aurait jamais accepté d'apprendre par cœur un théorème s'il n'avait pas testé, s'il n'avait pas trouvé une démonstration. Apparemment, d'après sa sœur, il aurait trouvé une nouvelle démonstration. Alors c'est peut-être un peu excessif, hein, c'était après coup, donc il y a peut-être un peu d'embellissement dans les souvenirs de sa sœur, mais elle prétend qu'il aurait retrouvé une démonstration du théorème de De Pythagore. Pythagore, oui. Mais ça a été une énième, mais ça a été démontré, effectivement. Après, on a dit que c'était une qui existait déjà, mais je crois Oui, on a confirmé qu'elle était originale à cette époque-là. voilà, donc voilà, en tout cas, donc, je ne sais pas s'il avait vraiment trouvé une nouvelle démonstration. En tout cas, déjà, il avait fait l'effort de chercher par lui-même une démonstration du théorème de Pythagore, ce qui est assez remarquable là encore, il était tout jeune, hein. Donc voilà, il y a cette idée qu'il n'acceptait pas il n'acceptait pas les dogmes, il n'acceptait pas qu'on dise c'est comme ça, il fallait qu'il démontre par lui-même et qu'il s'approprie les vérités. Alors, il a essayé de rentrer à l'école polytechnique de Zurich avant même d'avoir son bac. Ça se faisait à l'époque. Mais bon, on l'a un peu calmé. Il a fini par y rentrer, mais pas immédiatement. Oui, il a échoué une fois, Ouais. donc justement avant d'intégrer cette école italienne où il a pu préparer. Et donc il a fait une carrière, enfin pas une carrière, des études scientifiques. Et après, qu'est-ce qu'il aurait voulu faire? Alors moi, je pense que très tôt, il a été intéressé par la recherche, hein. Il était passionné par l'électromagnétisme, la lumière. Mais on sait qu'il avait eu cette vision, enfin ce rêve éveillé de rattraper un rayon de lumière quand voilà, à 16 ans. Donc c'était les prémices de la relativité restreinte. Mais sauf que voilà, bon, si il n'était pas, alors il n'était pas issu d'une famille pauvre, mais c'était pas non plus une famille très aisée. Donc son père était entrepreneur, mais ça n'a pas été un entrepreneur très euh, très heureux, quoi. Enfin, ses affaires ont plusieurs fois périclité, donc voilà, il fallait aussi qu'il subvienne à ses besoins. Et dans plusieurs de ses lettres, d'ailleurs, à cette époque-là, il s'inquiète beaucoup d'être une charge pour sa famille. Euh, donc voilà, il a fallu qu'il gagne sa vie. Et, alors, une fois qu'il a obtenu son diplôme de l'école polytechnique, apparemment, il y a des portes qui se sont fermées. Alors, en partie, justement, parce qu'il s'était mis à dos certains de ses professeurs par son insubordination, voilà, son esprit rebelle, le fait qu'il. Alors, c'est des choses qui nous paraissent insignifiantes, mais bon,
dans le système universitaire allemand, à l'époque, ça rigolait pas. C'est qu'il avait appelé un de ses professeurs monsieur, au lieu de l'appeler professeur, c'était Weber, je crois. Ah oui, Donc, l'insolence n'était pas la même qu'aujourd'hui, hein. voilà, c'était une insolence toute, toute relative, mais il avait quand même réussi à se faire assez mal voir d'un certain nombre de ses professeurs, et donc il a eu du mal à avoir des recommandations pour des postes, et donc il a fini par accepter un poste qui lui permettait de vivre, mais qui n'était pas un poste de recherche, donc c'était un Un poste poste, alimentaire, hein. oui, voilà, Ouais. donc à l'Office de la propriété intellectuelle. Et donc, c'est pas un lieu où on fait de la science, en tout cas. Non, alors c'est un lieu où ses connaissances scientifiques étaient mises, À profit. mises à profit, Ouais. mais c'est plutôt l'aspect technique. Mais alors, c'était un travail alimentaire. Alors on a parfois, j'ai parfois entendu ou lu que c'était un petit peu pas un emploi fictif, mais un truc qu'il faisait comme ça pour avoir une position, et qu'en fait, il passait son temps à faire ses recherches. Alors, Ah, pas du tout. Il avait des journées de 8 heures, et bon, c'était dans l'administration suisse. Et je pense donc c'était un bosseur quand on même. rigole. Il examinait les brevets. Oui, Ouais. il examinait les brevets, et son travail de recherche, il le faisait à côté, ce qui est encore plus remarquable. Qu'il a trouvé le temps. On sait si c'était un petit dormeur? Alors, il paraît qu'au contraire, que c'était Un gros- plutôt un gros dormeur. Alors, peut-être qu'à cette époque-là, il a renié sur son temps de sur- sommeil. Et d'ailleurs, sa santé s'en est ressentie, parce qu'à l'issue de l'année miraculeuse 1905, et encore quand il est arrivé à bout de la relativité générale 10 ans plus tard, il a eu des périodes d'épuisement complet, Ouais. d'abattement. Alors, on va y venir Pour, à cette année miraculeuse. Mais d'abord, je voulais dire quand même un grand bonjour à tout le monde. Vous êtes quelques-uns à nous avoir rejoints dans le chat. Salut Vinvin 2020, Sorano. J'avais vu encore un autre nom avant que je ne vois pas, mais salut à tous. Ça nous fait très plaisir de vous retrouver. Je vous rappelle qu'on est avec Yvan Kiryov, qui a une carrière d'auteur dans les grands scientifiques de Pasteur à Einstein, et qui a travaillé avec nous sur le dossier du Science et Avenir, qui est actuellement en vente, les géniales erreurs d'Einstein, où tu signes de papier, et j'y reviendrai tout à l'heure. C'est même l'idée même de ce dossier vient de toi. Mais avant de parler aux erreurs, n'hésitez pas à nous poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Je vois Sorano qui nous dit que c'était probablement un haut potentiel intellectuel à une époque où ça n'existait pas encore. Ça a l'air de correspondre à l'image qu'on s'en fait, en tout cas, hein. Et Vinvin 2020 qui nous conseille de voir une série Genius. La saison 1 est basée sur le roman d'Einstein, La vie d'un génie, par Walter Isaacson, donc le grand biographe, publié en 2007, produite par Brian Grazer et Ron Howard. Tu as vu excellente ça? série. Ouais. Oui, Donc tu confirmes la recommandation. oui. Elle revient sur la vie du physicien allemand Albert Einstein, a été diffusée en 166 pays. Bon, bah écoutez, à la fin du Twitch, vous savez quoi faire. Mais pour le moment, on reste ensemble, vous continuez à poser vos questions. Et donc, on était en train d'arriver à 1905. On va pas faire toute la carrière, mais avant d'arriver aux erreurs, quand même, il y a quand même cette année extraordinaire. Donc, lui, il est salarié dans cet organisme dédié au brevet. Il dort quand même la nuit, tu nous dis, mais entre les deux, il passe quand même beaucoup de son temps. C'est incroyable tout ce qu'il a pu produire en une année, quoi. Oui, donc 1905. alors, au moins 4 articles. Alors après, on peut chicaner sur un cinquième. Au moins, il y a 4 articles fondateurs, donc sur l'effet photoélectrique, sur le mouvement brownien, donc, qui démontre l'existence des Des atomes, atomes, rien que à une, ça. à une Ouais. époque où c'était encore discuté. Donc la relativité restreinte et l'équivalence matière-énergie, donc la fameuse équation E E égale égale MC, mc ouais. carré. Ouais, ouais, ouais. Donc tous ces 4 articles la même année, alors qu'il travaillait. Alors il travaillait, c'était 6 jours par semaine, 8 heures par jour. Donc Ouais. Donc, c'était il lui dur. restait le dimanche, et puis le peu Voilà, de temps entre le travail et dormir. ces dimanches étaient Et bien notés. d'où ça lui est venu, toute cette inspiration? C'est des sujets qui sont quand même différents les uns des autres, quoi. Euh, ben, il s'intéressait depuis longtemps. C'est des questions qui étaient assez brûlantes à l'époque. Je pense notamment à la relativité restreinte. C'est vrai qu'il a été premier à trouver le truc, entre guillemets, mais
Il y a plusieurs chercheurs qui travaillaient dessus. Et il y a eu d'ailleurs des polémiques sur le rôle d'Henri Poincaré, donc mathématicien et physicien français, qui avait en fait trouvé un peu le truc presque avant Einstein. Alors on s'est demandé est-ce qu'il y a eu plagiat. Bon, Ils se connaissaient? Non, ils se sont rencontrés plus tard. Plus tard, oui. Et apparemment, donc, en fonction des dates, puis sachant que Einstein, voilà, il n'avait pas forcément les revues françaises juste à leur parution, donc on pense que c'est très improbable qu'il ait lu le papier de Poincaré avant d'écrire le sien. C'était dans l'air du temps, quoi. Mais Voilà. Einstein est le premier qui a réussi à le formaliser. Donc Einstein, alors je sais si c'est Einstein lui-même ou Dirac, donc un physicien qui a dit que si Einstein n'avait pas trouvé la relativité restreinte, dans les années suivantes, quelqu'un aurait sûrement trouvé. Par contre, il dit la relativité générale, sans Einstein, on la chercherait peut-être encore. Ouais. Donc ça, c'était... Mais c'est vrai que... Alors, c'est peut-être par compensation pour le fait qu'il avait été éloigné de la recherche parce qu'il avait été obligé d'accepter ce travail alimentaire. Donc, pour compenser, il se tenait au courant quand même des publications. Et bon, dès ses études, hein, il montre un intérêt pour ces questions, pour l'électromagnétisme. Et comment ça se passe à cette époque? Parce qu'on sait aujourd'hui comment il y a un très grand formalisme pour publier, des revues à comité de lecture. Alors ça commence à exister déjà à l'époque, mais lui, finalement, il n'avait pas cette légitimité pour amener des tels séismes dans les connaissances scientifiques. Et il a quand même été accepté quand il a révélé ses premiers articles. Il n'est pas passé pour un guignol, tout simplement? Non, alors bon, déjà, il n'y avait pas de comité de lecture, mais il y avait quand même des lecteurs. Voilà, dans le cas d'Einstein, un des premiers à lire ses articles, ça a été Max Planck, et un des premiers Directement. à les saluer. Enfin, je crois qu'il était dans le comité de rédaction des Annalen, c'est la même revue allemande dans laquelle sont parus tous ces articles. Donc il n'y avait pas de comité de lecture tel qu'on les connaît maintenant, avec une relecture anonyme et croisée. Mais enfin, il y avait quand même, c'était quand même une revue sérieuse, donc les articles étaient lus par les scientifiques. Et donc il se fait repérer comme ça très très vite? Alors, pas tout de suite, en fait. L'année miraculeuse, elle le sera rétrospectivement, mais sur le moment, voilà. Alors, à part Max Planck, qui assez vite lui correspond avec lui et qui repérait qu'on tenait quelque chose de solide, sur le moment, c'est pas un bouleversement immédiat. Ça va prendre quelques années avant que vraiment la communauté scientifique prenne la mesure. En plus, comme c'est dans des domaines un peu différents, bon, le mouvement brownien, bon, l'article d'Einstein, il va apporter une preuve à la théorie atomiste, donc il va ensuite être étayé par Jean Perrin en France. Donc à ce moment-là, donc, quand il fait paraître son livre Les Atomes, c'est en 1910, il me semble, ou 11. Donc c'est quelques années plus tard, et l'article d'Einstein est présenté comme décisif dans la démonstration de l'existence des atomes. Mais voilà, c'est pas une révolution immédiate. Il se passe quelques années où, d'ailleurs, Einstein est toujours au bureau des brevets. Il reste jusqu'à quand? Il me semble que c'est 1908 qu'il peut enfin quitter cet emploi. D'ailleurs, il va le garder même après avoir eu ses premiers postes universitaires. Donc il trouve un poste à l'université grâce à ses premières publications? Oui. Oui. Ouais, il y a quand même quelques scientifiques en Allemagne qui l'appuient et qui reconnaissent sa valeur. Donc, à quel moment il devient très connu? Alors, très connu... dans le milieu scientifique? Parce qu'à 1915, il est déjà dans tous les congrès. Alors, 1915, c'est vraiment alors, connu en public, c'est 1919, avec l'éclipse. On en reparlera. Mais connu dans la communauté scientifique, entre 1905 et on va dire 1910,
ses recherches et voilà, ses avancées commencent à être remarquées. Alors, on va venir un peu au dossier. Alors, on voit un peu le personnage maintenant. On se familiarise avec lui, mais le côté original que l'on te doit, parce que c'est toi, on a une rubrique qu'on a créée il y a je sais pas, peut-être 3 ans d'histoire des sciences tous les mois dans Sciences et Avenir. Et donc, on t'avait sollicité pour un article sur Einstein, et c'est toi qui es arrivé avec cette idée de ah bah tiens, si on parlait des erreurs, alors on va voir comment il faut interpréter le mot erreur. Et on a trouvé ça tellement formidable qu'on s'est dit attends, ton article, on va le mettre de côté et on va plutôt carrément faire un dossier. Mais toi, c'est quand tu as écrit cette biographie où tu t'es dit c'est quand même intéressant, où il est contrairement à ce qu'on dit. On dit toujours ah bah dis non, il avait le bon vieil Albert, comme tu dis, avait encore raison, Oui. et c'était pas toujours le cas en fait. Comment ça t'est venu cette idée? Ou ce constat? Bah, ça m'a semblé un angle intéressant. Ça me permettrait d'aborder, de parler de choses dont j'avais pas forcément pu parler dans la biographie. On n'a pas eu la place ou le temps. Et c'est vrai que voilà, ce qui est assez frappant, c'est que, comme j'ai dit, Einstein, on le retrouve à tous les coins de rue quand on s'intéresse à la physique. Et on a l'impression vraiment qu'il avait enfin, qu'il avait tout prévu, qu'il avait raison sur tout. Et encore récemment, d'ailleurs, donc, il y a un article qui est paru dans le site Sciences et Avenir, un article de Fabrice Nico, donc sur la différence temporelle entre Mars et la Terre, Ouais. qui était prévue par la relativité, mais qui a été démontrée et qui poserait problème dans l'éventualité L'exploration d'une martienne, exploration ouais, martienne. Donc est encore une déjà fois, prévue par Einstein il y a plus de 100 ans. une actualité qui donne raison à Einstein. C'est vrai que bon, moi, j'étais encore, quand j'ai travaillé sur sa biographie, et j'étais encore un peu, alors ça datait déjà de quelques années, mais sous le coup, et je dirais sous l'émerveillement euh, la, de l'annonce de la détection des ondes gravitationnelles, donc en 2015. Alors l'annonce, je pense, a été publiée en 2016. Mm. Euh, voilà, c'est une de ces prédictions d'Einstein. C'est vrai que euh, ce ce qui marque les grands scientifiques, c'est leur capacité à prédire, alors déjà expliquer les observations que les théories précédentes n'arrivent pas à expliquer, mais à prévoir. C'est le pouvoir de prédiction de la science qui lui donne un côté presque voilà, magique, qui en fait Donc tout j'ai pris l'attrait. 2 citations. Alors il y en a une dont on n'est pas vraiment sûr qu'elle est vraie, c'est qui serait de lui. C'est quiconque n'a jamais commis d'erreur n'a jamais rien tenté de nouveau. Bon, Ça fait partie des citations, je pense, apocryphes, mais il aurait pu le dire. il Voilà, aurait pu le c'est tout dire. ce qu'on peut. Mais alors il y en a une que j'aime beaucoup, qui est aussi dans ton papier, c'est quand il arrive à Princeton, on lui demande de quoi vous avez besoin, et puis il dit bon, il veut une table, une chaise, des crayons, mais il veut surtout une grande corbeille pour que je puisse y jeter mes erreurs. Donc voilà, c'était dans ses plans que de faire des erreurs. C'était pas quelque chose de honteux, c'était dans sa démarche. Oui, oui, c'était déjà dans sa philosophie. Alors, par exemple, autant on a l'impression voilà, qu'il trouvait tout du premier coup, en fait. Il y a cette année miraculeuse où ben, ouais, parti 4 fois dans le mille, quoi. Enfin, Et après, tu utilises le terme d'errance, en fait. Oui, voilà. Alors, ça apparaît surtout quand il travaille sur la relativité générale, parce que donc, dans la lancée de sa théorie de la relativité restreinte, il veut inclure la gravitation. Donc, la relativité restreinte, c'est restreint au mouvement linéaire uniforme, donc sans accélération et donc sans prendre en compte la gravitation. Et il se rend compte très vite que ça ne va pas être une mince affaire d'étendre le champ de sa relativité à la gravitation. Et donc pendant 10 ans, donc de 1905 à 1915, il va énormément essayer, rater, recommencer, voilà, chercher. Donc là, vraiment, c'est un travail de longue haleine. Et donc, il savait oui, que le travail de physicien théoricien, ben, c'était beaucoup de ratures, beaucoup de papier jeté à la poubelle. Oui, parce que c'est un détail on n'a pas précisé, mais c'est pas un expérimentateur, quoi. Donc, Non, lui, c'est tout dans la théorie. Donc, oui, il y a des équations, des concepts, et il faut que les choses s'emboîtent. c'est vraiment un théoricien. Alors, il y a des histoires sur ses années d'étudiant où, quand il avait
s'était essayé à l'expérimentation, c'était une catastrophe. Oui. Il avait failli faire exploser le labo. Enfin. Ah, ça, j'ai fait, moi. Mais... Ouais, donc voilà, bon, t'es en bonne compagnie. Donc non, c'était pas du tout un expérimentateur. Alors, il avait pourtant quand même un sens... c'était pas complètement un pur esprit éthéré qui pensait qu'en nombre. Il avait quand même, sans être lui-même expérimentateur, il avait un sens de la technique et un intérêt pour les questions techniques qui est souvent un peu négligé. Et notamment, son travail à l'Office des brevets, c'était un travail alimentaire, mais qui est un historien des sciences il y a d'années, il y a quelques années, un historien des sciences américain dont le nom va me revenir, qui avait montré que son travail, notamment sur des problèmes de synchronisation des horloges à l'Office des brevets, avait alimenté sa réflexion sur la relativité du temps, notamment, l'échange des signaux, etc. Donc, même s'il ne manipulait pas lui-même, les questions techniques et les questions pratiques, elles faisaient partie aussi de ses centres d'intérêt. Il a d'ailleurs lui-même déposé plusieurs brevets d'invention. Alors là, on le voit, c'est une photo, ça plutôt sur la fin de sa vie, donc je pense qu'on est à Princeton, là, déjà. Oui. Et entouré de papier, ce qui était son univers à lui. Pour ceux qui viennent d'arriver, bonjour à tous. Mathieu Novak, rédacteur en chef de Sciences et Avenir, avec Yvan Kirillov, qui nous a fait l'honneur de venir ici pour nous parler de ce dossier sur les géniales erreurs d'Einstein, le dossier que nous avons fait avec lui sur son idée. Et ben, maintenant, justement, on va parler un peu de ces erreurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce que tu nous dis, c'est que ces erreurs, c'est pas qu'en fait, souvent qu'il allait trop loin, c'est que finalement, c'est pas qu'il avait trop d'audace, c'est parfois qu'il avait trop de prudence. Il n'osait pas croire finalement en lui-même, il n'avait pas confiance assez en ce qu'il avançait. Oui, des fois, il avait du mal à croire aux conséquences de ces... Alors, principalement de la théorie de la relativité générale. Mais alors, bon, il avait déjà fait preuve de pas mal d'audace, il avait remis en question l'idée d'un temps absolu et d'un espace absolu. Il avait, avec son travail sur l'effet photoélectrique, il avait amorcé la révolution quantique, même si après il va se fâcher un peu avec ses développements. Mais donc, j'ai envie de dire, il avait déjà eu pas mal d'idées révolutionnaires et peut-être on peut avoir qu'un nombre limité d'idées révolutionnaires dans une vie, et donc il y a d'autres évolutions dans lesquelles peut-être il n'a pas voulu croire ou qui lui ont semblé trop extraordinaires pour qu'il y adhère. Et c'est vrai qu'il aurait sans doute lui-même été surpris par... Alors prenons un premier exemple, la vitesse de la lumière. Alors c'est quand même lui, nous, dans l'esprit humain, on se dit, bon, si on comprend le concept de vitesse, on peut toujours aller plus vite. On met quelque chose derrière qui nous permet d'accélérer, un moteur, je sais pas quoi, on peut toujours aller plus vite. Et lui, il dit que il n'y a rien qui peut aller plus vite que la vitesse de la lumière. Donc, typiquement, on prend un TGV, on met une lampe et on met une lampe à côté. Les deux lumières, même celle qui est dans le TGV, va aller à la même vitesse. C'est vraiment la vitesse maximale. Elle ne dépend pas de la vitesse de la source, et c'est vraiment une limite absolue, cosmique, en fait. Donc, il pose ça en 1911, je crois. Oui. Et, mais pourtant, lui-même, après, il s'autorise à penser qu'il a peut-être fait une erreur. Alors, la vitesse de le côté absolu et indépassable de la vitesse de la lumière, c'est impliqué par la relativité restreinte. Après, en 1911, c'est là qu'il envisage justement l'hypothèse d'une vitesse de la lumière variable. Alors, ça fait vraiment partie de ces brouillons. Hein. En fait, c'est justement ça fait partie de tout ce travail qu'il fait pour arriver à la relativité générale, pour inclure la gravitation dans le schéma de la relativité. Et donc, à un moment, il fait cette hypothèse d'une vitesse de la lumière variable. Et ce qui est assez remarquable, c'est que est indépassable de la vitesse de la lumière, c'est vraiment ce temps universel, c'est lui qui établit, alors au début il note pas C, mais on s'en souviendra comme petit c dans les équations, donc c'est une constante universelle, et
cet absolu en fait, qu'il a mis en évidence, il est capable de le remettre en question pour aller plus loin, justement, pour chercher le... Donc si tu veux bien te rapprocher bien du micro pour Oui. parler bien dans le micro, que tout le monde t'entende. Donc 1905, relativité restreinte, et donc 6 ans après, finalement, pour aller plus loin, il accepte de faire un pas en arrière et se dire, ah bah non, la constante, elle est peut-être pas constante. Voilà, bon, il essaye en tout cas. Alors il reviendra très vite sur cette idée. Ça fait vraiment partie, voilà, des ratés, de ces papiers qu'il met à la corbeille. Comment on en a la trace? Il l'a écrit, il l'a publié, Oui, c'est une qui est publiée en il a quand 1911, même c'est ça? publié Oui. un article. Il a quand même publié un article dessus. Donc il n'hésitait pas à exposer ses erreurs. En fait, il les permettait de les tester auprès de ses confrères. Oui, oui. Alors même des fois, bon, il a publié des notes un peu trop vite pour finalement se rétracter. Donc oui, mais je pense qu'il y avait une phase vraiment d'exploration, et je pense que c'est aussi ça, pour avoir l'audace de... c'est ce qui a fait sa force aussi. On parlait du fait que Poincaré avait presque trouvé la solution de la relativité restreinte juste avant lui, enfin un peu à la même époque. Mais là où Einstein avait été plus fort, entre guillemets, c'est que Poincaré, il avait trouvé la solution mathématique, mais il reculait devant l'interprétation physique, notamment l'idée d'un temps qui ne soit pas absolu. Il n'avait pas franchi ce pas. Donc Einstein, il avait cette force de... c'est-à-dire que quand toutes les autres solutions étaient bloquées, ben, c'est un peu comme le principe de Sherlock Holmes. Si vous avez épuisé tout ce qui est... éliminé tout ce qui est impossible, ce qui reste, aussi improbable soit-il, sera la vérité. Donc il avait cet esprit, voilà, pour lui, rien n'était sacré. Enfin, voilà, il fallait tout questionner. Donc le temps absolu et l'espace absolu, c'était un cadre de référence euh, de la, de la mécanique newtonienne, donc, qui semblait voilà, intouchable. Et il s'est rendu compte que c'était justement la relativité du temps et de l'espace qui permettait de résoudre les problèmes qui avaient été posés par l'électromagnétisme qu'à la théorie newtonienne. Donc voilà, remettre en question, essayer, c'était indispensable. C'était dans sa démarche. Alors, chers amis de Sciences et Avenir, vous êtes avec Yvon Kirillov, docteur en histoire des sciences, auteur du livre Le mystère Einstein. Donc, si vous avez des questions sur Einstein de tout ordre, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Il se fera un plaisir d'y répondre. Alors, moi, l'histoire que je préfère, je ne garde pas le meilleur pour la fin, j'ai peur qu'on n'ait pas le temps de la développer. Donc, allons-y, c'est la constante cosmologique. Alors là, c'est quand même génial parce que il fait sa théorie et puis je crois que c'est en 1917, il est embêté parce que alors il y a plusieurs versions, hein, mais il y en a une qui dit que il veut pas que l'univers, il veut absolument que l'univers soit statique. Il y a d'autres choses où il dit que il veut pas que ces équations aient des solutions dans le cas du vide. Et donc, bah, il y a quelque chose qui cloche. Il est obligé de rajouter un terme. Alors là, voilà, on l'appelle, je sais pas si on l'appelait déjà comme ça à l'époque, mais la constante cosmologique. Il ajoute un terme. Ouais, l'appellation est venue plus tard, il me semble. Et en fait, parce que ça lui rendait service, en fait, c'était tout à fait artificiel, quoi. Il dit, si je rajoute ça dans mon équation, ça résout mes problèmes. Voilà, L'univers est statique et j'ai pas de problème avec le vide. c'est ce qu'on appelle une hypothèse ad hoc, c'est-à-dire que ça résout un problème, mais bon, ça vient... Enfin, il n'avait aucune explication physique pour cette constante. Voilà, ça venait un petit peu comme un cheveu dans la soupe. Alors c'est vrai que je pense que c'est en partie... alors dans le dossier, l'article de Fabrice Nico montre bien que ce n'est pas seulement parce qu'il était réticent à imaginer un univers en expansion. C'était aussi donc ce problème, voilà, du principe de Mach, et qu'il ne fallait pas qu'il y ait des solutions à ces équations qui impliquent un cosmos, enfin, qui marchent pour un cosmos vide. Mais je pense quand même que l'univers en expansion lui posait problème. Ça faisait partie voilà, de ces... Donc on la voit, la constante cosmologique, là, elle est en rouge dans l'équation. Voilà, le lambda. Ouais.
Ce terme horrible. Alors, Georges Gamow, le physicien, alors c'est la seule source, hein, mais lui, il a dit que dans ses écrits, dans ses mémoires, My World Line, il disait Einstein me fit remarquer que l'introduction de la constante cosmologique avait été la plus grosse bourde, alors c'est moi qui l'ai traduit comme ça, c'est blunder en anglais, Oui, de toute sa vie. Et cette bourde est encore utilisée par les cosmologistes aujourd'hui. Oui, parce que, en fait, quelques années après, les problèmes qu'il avait soulevés, alors le vide, le manque de peau, même avec la constante cosmologique, son équation, elle avait quand même des solutions. voilà. Donc ça marchait pas. Et bah, il y a surtout donc Et Hubble, voilà, puis avant Hubble, il y a un chercheur russe, donc Alexander Friedman, qui trouve des solutions donc, aux équations d'Einstein qui impliquent un univers en expansion, mais plusieurs solutions, même plusieurs types d'univers. Et donc, bah, ça fait partie de ces petites erreurs de calcul. Donc Einstein, au début, alors sans doute parce que l'idée d'un univers en expansion lui convient pas. je pense que le live est revenu avec nos deux têtes, avec la constante cosmologique en rouge dont on parlait et sur laquelle on va revenir, avec Yvan Kirillov, docteur en histoire des sciences. Rebonjour. Rebonjour. Et Mathieu Novak pour Sciences et Avenir. Ouais, mettez-moi, faites-moi un petit signe, je me sens très seul là tout d'un coup. Hein. Je me sens très seul comme devait l'être quand même Einstein quand on pense à ce gars qui était dans son bureau à griffonner, à révolutionner toute la physique mais il travaillait seul, hein, il travaillait seul. On va revenir à la constante cosmologique, mais je fais juste dans ce petit moment de solitude, je fais ce petit aparté. C'est vrai que dans le travail, il était très solitaire. Et quand on compare par exemple donc, aux grands acteurs de la mécanique quantique, il y avait quand même beaucoup plus un travail d'équipe. Euh, c'est vrai que Einstein, c'est une figure assez solitaire dans l'histoire des sciences. Mais pour autant, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une petite conférence sur les intelligences d'Einstein. C'était pour la fête de la science. Donc, le thème, c'était les intelligences. Euh, et donc, je soulignais le fait que Einstein, même s'il travaillait beaucoup seul, il n'était pas non plus isolé. Donc, on parlait tout à l'heure des autres chercheurs qui ont travaillé sur la relativité. Bon, Einstein, c'est aussi plein de... Voilà, on parlait à l'instant d'Alexander Friedman. Voilà, c'est des gens qui ont repris ces équations, qui les ont améliorées. Donc, il y a quand même si c'était pas un homme d'équipe, hein, c'était effectivement dans le travail un grand solitaire, ben, son œuvre, c'est aussi une œuvre euh, de communication, d'échange. D'ailleurs, moi, pendant cette année, enfin, avant cette année miraculeuse, je ne sais pas où il trouvait le temps, mais quand il trouvait le temps, il aimait faire des promenades avec son ami Michele Besso, donc un des grands amis de sa vie, et il discutait à bâton rompu de ses idées physiques. Il, il utilisait un peu son ami comme Un bêta-testeur de voilà. ses idées. Ouais, donc il était quand même, voilà, mais même si après il pouvait s'enfermer des jours durant dans son bureau et travailler à ses théories, voilà, c'était pas un cerveau isolé, c'était pas un Ouais. cerveau dans un bouquin. Alors, on va revenir à la constante cosmologique. Bon, écoute, j'ai eu peur, personne ne m'a fait coucou dans le chat, donc je sais peut-être que nous sommes seuls, mais ça ne me dérangera pas de continuer la conversation, puisque Non, bah, ça me passionne absolument. Mais si vous êtes là encore, n'hésitez pas à faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir, et à poser vos questions, profitez-en, parce que vous ne serez pas en compagnie de Yvan Kiriev tous les jours. Hein. Donc, on lui dit que ça, malgré sa constante, bah, il y a quand même des solutions. Ça n'empêche pas l'expansion de l'univers. Et puis, Edwin Hubble, finalement, il prouve l'expansion de l'univers. Donc voilà, tout est rentré dans l'ordre. Il n'y avait pas besoin de cette constante. on observe que les galaxies lointaines s'éloignent et que plus elles sont lointaines, plus elles s'éloignent vite. Alors il faut quand même bien prendre conscience que cette idée d'un univers en expansion, personne n'y aurait pensé donc avant les équations d'Einstein et avant qu'on trouve des solutions qui l'impliquent. Comme j'ai dit, Einstein il a remis en question beaucoup d'idées qui paraissaient intouchables, voilà, le temps absolu, l'espace absolu, mais l'idée que l'univers ait un commencement et qu'il soit en expansion, c'était complètement, pour le coup, même pour lui, c'était presque trop révolutionnaire. Donc cette histoire de constante cosmologique, il faut aussi la mettre dans ce contexte où s'il a dit, il aurait dit donc à Georges Gamow que c'était la plus grande bourde de sa vie,
c'est après donc Friedman qui démontre que les solutions à son équation impliquent un univers en expansion. C'est après Hubble qui ont fait la démonstration par des observations astronomiques. Et c'est après Lemaître qui fait un pas de plus avec sa théorie de l'atome primitif. L'idée que si l'univers est en expansion, c'est qu'à un moment, il était concentré dans un espace minuscule. Et donc, c'est le début de ce qui sera la théorie du Big Bang. Mais on ne peut pas vraiment reprocher à Einstein de ne pas avoir adhéré à cette idée d'emblée, parce que voilà, c'est un peu c'est une vision rétrospective. C'est facile pour nous, pour qui cette idée du Big Bang, enfin, on est pratiquement né avec. Enfin, on nous a toujours appris l'histoire de l'univers de cette manière. À son époque, enfin, à l'époque où il présente la relativité générale, c'est complètement impensable. Alors, ce qui est génial avec cette histoire de constante, donc, c'est qu'aux oubliettes, pour son époque, il n'en avait pas besoin. Et tout d'un coup, à la fin, alors c'est bien après sa mort, mais à la fin des années 90, d'un coup, ça revient parce que l'univers, non seulement il est en expansion, mais en plus, il accélère, quoi. Une des plus grosses découvertes de ces dernières années. Et que pour que lui permettre d'accélérer dans les équations, il faut réintroduire la constante. Voilà, C'est donc fou. euh, cette idée en fait d'une gravitation négative, enfin d'une force qui contrebalancerait euh, l'attraction gravitationnelle. Donc cette idée, elle revient. Et donc, ben, ça bourde, c'était peut-être pas Bah, comme ça. c'était peut-être visionnaire sans le savoir. Alors, en plus, l'histoire est pas finie parce que maintenant, avec les observations de Daisy, on est en train de voir que non seulement cette constante, on en a besoin, mais peut-être qu'elle est finalement, elle, on en parlait pour la vitesse de la lumière, mais peut-être que cette constante n'est pas constante parce que l'accélération de l'univers est peut-être un petit peu en train de ralentir. Donc, pour ça, on aura besoin de faire bouger la constante. Donc là, c'est work in progress. Je vous donne rendez-vous dans les prochains mois parce qu'on a sûrement des résultats qui vont arriver. Mais cette histoire de constante cosmologique est loin d'être terminée, hein. C'est un rebondissement. Alors, au miracle, mon chat est revenu. Donc salut à tous. Salut Stéphane, salut NN, salut Sorano qui a dû nous quitter aussi. Donc ça, c'est sympa. Je vois Crêpe Camembert. Salut Cowboy de l'espace quand je t'avais vu au début de tout à l'heure. Donc c'est cool de vous avoir. Et que effectivement, alors Sorano a dû partir. L'émission sera bien disponible en replay. J'espère que malgré les plantages, on va pouvoir la proposer. Mais je pense que ça va être possible. N'hésitez pas à poser vos questions. Help, le niveau du micro de Yvan est beaucoup plus faible et très désagréable. Alors, regardez, Ah, vous allez faire ça en live. Hop, je vais rapprocher un peu ton micro et toi, tu vas te rapprocher du micro et parler bien dans le micro. est-ce que c'est Et mieux? j'espère que ça va aller mieux. Si vous avez des soucis comme ça, n'hésitez pas à nous dire. C'est aussi ma voix qui est pas assez forte, sûrement. Je ne peux pas remonter dans l'historique du chat. Donc, si Émilie, tu as vu, Émilie qui nous assiste ce soir avec Valentin, tu as vu des questions passées auxquelles nous n'avons pas répondu, n'hésite pas à me les remonter ou vous-même, n'hésitez pas à les reposer. Donc, on a parlé donc, de ces erreurs qui en fait n'étaient pas des erreurs, enfin, qui étaient soit des audaces précoces, Soit au contraire, ouais, peut-être trop de de timidité. timidité Ouais. devant. Alors, prenons justement un coup de la timidité. Un autre exemple que j'aime beaucoup, c'est celui des trous noirs. Alors, les trous noirs, on s'en souvient, ça a fait la une de Science et Avenir en 2019. Aujourd'hui, on a pris une sorte de photo des trous noirs. Donc, bon, on les a théorisés, c'est dans tous les romans de science-fiction. On a une photo. Alors, la première photo, c'était pas dans notre galaxie, c'était M87, mais maintenant, on a aussi notre trou noir. Mais alors, lui, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que c'était un joli résultat, mais que bon, allez, soyons réalistes, aucun astre ne pouvait atteindre une telle densité, il n'y croyait pas, quoi. Non. Et donc, c'était la trace d'une théorie, sa théorie était incomplète, finalement, c'est lui qui se remettait en cause, quoi. Oui, voilà, donc il voyait ça un peu Ah voilà comme un la première photo du trou noir, M87 en 2019. comme un artefact mathématique. Alors d'ailleurs, c'est pas lui directement qui découvre, enfin qui trouve encore, en tout cas, la possibilité du trou noir. Donc c'est Karl Schwarzschild. Donc c'est un de ces chercheurs aussi enfin, qui ont participé donc au développement de la théorie de la relativité et qu'il ne faut pas oublier. Et donc, il trouve ces résultats, ce qu'on appelle une singularité. Donc, c'est quand les valeurs mathématiques euh, prennent des valeurs infinies. Donc, là, c'est l'idée
d'un astre, enfin d'un corps céleste qui attirerait tout dans un rayon qu'on appelle le rayon de Schwarzschild, d'ailleurs. Et donc pour Einstein, au début, alors souvent il est assez sur beaucoup de résultats mathématiques comme ça. Au début, il est un peu dubitatif. Puis bon, il se rend compte que au niveau des maths, ça colle, mais que bon, c'est voilà, c'est une curiosité mathématique. Voilà. Salut les gens, est-ce que vous êtes encore là? Ben oui, vous nous avez perdus, alors on essaie de revenir. Écoutez, d'après l'écran, vous êtes encore là. Alors je vous explique ce qui s'est passé, parce que vous avez le droit aux coulisses ici. Hein. Émilie, qui est notre jeune alternante, qui vient et qui fait son premier Twitch, et je l'en remercie, eh ben, elle apprend, parce que comme tu disais, Yvan, il n'y a pas que Einstein qui fait des erreurs, on est tous humains, on en fait tous. Elle m'a dit avant, le worst case scénario, c'est que ça tombe en rate de batterie. Et donc, évidemment, elle ne branche pas l'ordinateur. Évidemment, on est tombé en rate de batterie. C'est le rôle, mais écoutez, c'est pas bien grave. Bref, c'est super que ce soit revenu. On se prend 5 minutes encore. Alors, par contre, comme sur cet ordinateur, apparemment, vous ne pouvez nous entendre que avec les micros de l'ordinateur, et ben normalement, ça va être pire qu'avant. Donc, tendez bien l'oreille. On se prend juste 5 minutes. On va finir quand même cette histoire de trou noir parce que c'était génial. Donc, tu étais en train de nous expliquer que donc lui, il n'y croyait pas en cette histoire de trou noir, et même il avait expliqué pourquoi il n'y croyait pas. Ouais, il croyait avoir trouvé la preuve que une étoile à neutrons ne pouvait pas s'affaisser gravitationnellement sur elle-même pour produire ce qu'on appellerait plus tard un trou noir. Et la même année, un certain Robert Oppenheimer, qui va faire parler de lui quelques années plus tard, publie un article où il démontre justement cette possibilité théorique du trou noir, donc qui contredit l'article d'Einstein dans lequel il s'avère avoir fait une de ces petites erreurs de calcul qui lui arrivait de faire de temps en temps. Et ce qui est amusant, c'est que Oppenheimer, lui non plus, alors pourtant son papier lui va plutôt dans le sens de l'existence des trous noirs, mais il ne croit pas non plus que ça existe dans la réalité. Il pense que c'est un beau papier d'astrophysique, des maths élégantes, mais il n'y croit pas non plus. Et je pense qu'assez longtemps, on ne croit pas que ces choses-là existent dans l'univers, enfin dans la nature, que ce n'est pas des objets réels, et on aura la preuve du contraire assez rapidement, puisque maintenant on peut même les photographier. Les visualiser. Allez, 2 minutes sur un dernier exemple, les ondes gravitationnelles. C'est pareil, ça découle directement de sa théorie, et pourtant, pour lui, il doute de la réalité physique. Et là aussi, il va faire un article où il va dire que ça ne peut pas exister. Voilà, donc il fait une petite erreur dans le choix des coordonnées. Donc, alors, ce qui illustre d'ailleurs, c'est à cette époque-là, il a émigré aux États-Unis. Et bon, déjà, dans les publications scientifiques aux États-Unis, on commence à avoir le système qu'on connaît maintenant, donc avec des relecteurs, des referees. Et donc, un de ces relecteurs fait remarquer son erreur, et Einstein n'est pas content du tout, parce que c'est pas des procédés dont il avait l'habitude, donc il retire son article. Alors là, l'anecdote, en plus, elle est assez savoureuse, parce que le reviewer, il essaye de dire à Einstein, monsieur le professeur, je crois qu'il y a une petite erreur. Et en fait, Einstein, ce que raconte la légende, il est furibard, parce qu'on ne l'avait pas prévenu de ce nouveau système de référé. Voilà, oui, il est un petit peu... un petit peu vexé. Enfin, je crois qu'il était plus que vexé, parce qu'il a quand même dit, en aucun moment, je vous ai donné l'autorisation de soumettre mon article à qui que ce soit, parce que tout ce que je vous ai demandé, c'est de le publier. Oui. Et finalement, il va le publier ailleurs. Voilà. Et le temps qu'il le republie, il se rend compte qu'il a fait... il avait fait effectivement une bourre. Il se rend compte effectivement de son erreur, mais c'est pas pour autant... Alors, il doutait de l'existence des ondes gravitationnelles, il doutait encore plus de la possibilité de les détecter. Si elles existent, c'est tellement... enfin, les manifestations seraient tellement infinitésimales que ce serait impossible à détecter. Et
Voilà. Et voilà. Et vous avez lu dans Science et Avenir qu'on a ces deux expériences incroyables, LIGO et Virgo, qui sont capables aujourd'hui par un jeu de laser et de miroir, de détecter des choses a priori, ça paraissait inimaginable, tellement c'est faible, quoi. Déformation. Aujourd'hui, on sait mesurer une déformation de l'espace-temps. Voilà. C'est vrai que c'est difficile de se représenter, mais c'est la trame même de l'espace-temps qui vibre. Ouais. Bon, bah là, il avait fait une vraie erreur de calcul. D'ailleurs, il en avait fait une autre, c'était quand il avait proposé le concept de lentille gravitationnelle. Alors là, c'est assez marrant parce qu'il avait fait ce concept, il avait expliqué. Donc la lentille gravitationnelle, c'est l'idée que on a des rayons lumineux qui sont déformés par les astres quand ils sont très très lourds. Voilà. Et donc dans des cas particuliers comme pendant les éclipses, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir voir vraiment. Et lui, il fait ses calculs, et il y a une éclipse, je ne sais plus, au Brésil en 1912, je crois. Et à ce moment-là, il veut qu'on la voie. Et à ce moment-là, il s'était gouré dans ses calculs, manque de bol, il fait pas beau pendant l'éclipse. Ah oui, donc c'est la fameuse expérience, l'expérience cruciale qui va finalement donner raison, enfin, à la relativité générale, donc en 1919, et qui va faire du jour au lendemain pratiquement d'Einstein le scientifique le plus célèbre du monde. Mais avant ça, donc, cette idée de mettre à l'épreuve sa théorie par l'observation d'une éclipse, donc, par l'observation donc, que la lumière en provenance d'étoiles lointaines pouvait être déviée par le Soleil. Et évidemment, pour l'observer, il faut une éclipse solaire, puisque sinon le Soleil occulte la lumière des étoiles. Donc il a cette idée très tôt donc, dans l'élaboration de sa théorie, et donc il y a une expédition qui est prévue en Crimée donc, en 1914, donc qui doit partir, et donc la Première Guerre mondiale éclate. Les chercheurs qui devaient partir pour l'expédition sont arrêtés à la frontière. Donc voilà, donc, cette possibilité tombe à l'eau. Et bon, heureusement pour Einstein, parce qu'à l'époque, sa théorie n'était pas encore assez mûre. Il avait sous-estimé de moitié en fait, la déviation des rayons lumineux par la gravitation du Soleil. Et donc, si cette expédition avait abouti, et si on avait mesuré la déviation, ben, il serait tombé à côté. Donc, peut-être que ça aurait discrédité. Donc il a eu le temps de refaire ses calculs. Voilà, ça lui a laissé le temps de. Et l'observation d'une autre éclipse quelques années plus tard, voilà. Cette fois-ci, c'était bon. Et cette fois-ci, c'était. Donc il y a aussi une éclipse au Brésil. Là, cette fois-ci, c'est le temps qui n'a pas. Voilà. Il y avait des nuages, donc ils n'ont pas pu observer cette éclipse-là. Ouais. Et c'était aussi trop tôt pour la théorie. Donc voilà, c'était une erreur heureuse pour le coup. Ouais. Bon, on aurait pu continuer pendant très longtemps. On a débordé un petit peu parce qu'on a eu ces problèmes techniques. Je suis vraiment désolé. Il y avait quand même plein d'autres histoires. Il y a notamment cette phrase extraordinaire: Dieu ne joue pas au dé, avec son combat avec Niels Bohr. Allez, une minute sur Dieu qui joue pas au dé. Alors là, bon, le rapport d'Einstein à la physique quantique, c'est vrai qu'on pourrait penser que c'est une de ses erreurs, puisque la physique quantique, depuis, elle n'a pas cessé de montrer sa validité. Même maintenant, voilà, l'ordinateur quantique qui approche à grands pas, qui fait de plus en plus de progrès. Donc, on pourrait penser que la physique quantique, alors, dans la version qui était celle de Niels Bohr et de ce qu'on appelait l'école de Copenhague, aurait gagné contre Einstein, qui ne pensait pas. Alors, il avait un de ses papiers de l'année miraculeuse qui portait sur l'effet photoélectrique, a été un grand déclencheur, peut-être le déclencheur avec le travail de Max Planck, mais de la mécanique quantique. Mais c'est après, quand la théorie a évolué, notamment tout l'aspect probabiliste, vis-à-vis duquel Einstein avait beaucoup de mal. C'est-à-dire, pour lui, les lois de la nature, c'était des causes. À partir des causes, on prédisait des effets avec une marge d'erreur, mais voilà, ce n'était pas des probabilités. On ne pouvait pas dire qu'un corps se déplacerait à droite avec 50% de probabilité, à gauche avec 50%. Pour lui, c'était impensable. Donc, il a résumé cette idée en écrivant à Max Born, donc, qui était son ami, mais qui était aussi à l'origine de cette interprétation probabiliste de la mécanique quantique.
Donc il lui a écrit « Dieu ne joue pas au dé ». Apparemment, il aurait répété ça à Niels Niels Bohr Bohr, une deuxième fois. au congrès Il Solvay. était vraiment contre cette idée. Donc oui, il ne concevait pas cette idée d'un univers qui fonctionne en termes de probabilité. Et donc on pourrait croire qu'il a perdu, entre guillemets, puisque la mécanique quantique a gagné, mais même si la mécanique quantique elle a montré sa validité et son efficacité, les fondements presque métaphysiques, en tout cas les fondements philosophiques de la mécanique quantique, ils sont encore sujets de discussion, de polémique. Et c'est Richard Feynman, donc un grand nom aussi de la mécanique quantique, qui avait résumé ça en disant que personne ne comprenait la physique quantique. Il dit les physiciens, on sait que ça marche, mais on ne sait toujours pas pourquoi. Donc il y a encore un avenir dans cette. Récemment, donc en partie autour du développement du processeur quantique, cette question des fondements de la mécanique quantique, elle revient. Elle est revenue un peu au goût du jour. Elle avait longtemps été écartée. Il y avait une phrase qui était en mécanique quantique, c'était le dogme, c'était shut up and calculate, donc la ferme et calculer, c'est-à-dire ça fonctionne, la théorie marche, elle prouve sa validité dans les expériences, mais on ne comprend toujours pas pourquoi, et à la limite, on n'a pas à se poser de questions, ça marche, c'est tout. Mais le fait que ça contredit complètement notre expérience du monde quotidien, enfin voilà, c'est la mécanique quantique, c'est quand même l'idée d'objets qui sont dans deux états superposés à la fois, qui peuvent se trouver à deux endroits à la fois. L'intrication quantique, donc, qui a été démontrée et qui a valu le prix Nobel donc à Alain Aspect, entre autres, en 2022, c'est cette idée que Einstein pensait absurde. En fait, c'est Einstein qu'on avait soulevé la possibilité théorique, mais pour lui, c'était une démonstration par l'absurde. C'était la preuve que la mécanique quantique était au moins incomplète. Cette idée que deux particules qui seraient intriquées se retrouveraient, enfin, communiqueraient, entre guillemets, entre elles à des distances. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose à deux particules qui sont loin l'une de l'autre, on touche à l'une, ça fait toucher l'autre. On connaît l'état de l'autre. En mesurant l'une, on connaît l'état de l'autre. Et alors, c'est cette action à distance qui irait plus vite que la lumière, qui a récemment d'ailleurs été mesurée. C'est des vitesses qui sont. Alors, c'est pas instantané, mais c'est des vitesses inimaginables et qui sont bien au-dessus de la vitesse de celle de la lumière. Donc voilà, il y a encore ce. Mais oui, mais c'était dans l'esprit d'Einstein, quelque chose que je pense, ça marche, on ne l'explique pas, ça ne correspondait pas avec sa manière de fonctionner. Non, voilà, c'était pas possible. Il voulait aller au fondement des choses, vraiment. Yvan, merci beaucoup. Je vous avais promis 1 heure avec Yvan Kirchhoff. Malgré les petits problèmes techniques, on a débordé un petit peu, comme ça, on a pu quand même tenir 1 heure, et j'espère que vous êtes frustrés. Comme ça, vous pourrez, dépêchez-vous, allez acheter ça, là. Il vous reste 1 semaine, parce que jeudi prochain, vous ne le trouverez plus. 1 semaine pour chacun de ces 3 journaux, là, les génies Gérard Einstein, les dossiers sur la mémoire et la recherche au cœur des atomes. Merci beaucoup, on te doit ce dossier, merci de l'avoir amorcé avec nous. C'était un vrai plaisir de passer ce moment avec toi. Merci à ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Je vois qu'il y avait une question à propos des éclipses et qui demandait à quand la prochaine éclipse. Alors là, si vous voulez l'observer, je vous donne rendez-vous en août prochain. Alors, dans le sud-ouest de la France, encore mieux, en Espagne, au Portugal. On vous en reparlera très rapidement dans Science et Avenir, mais on va avoir une belle éclipse de soleil qui doit être observable en Europe. C'était super de passer ce moment avec vous. Pour ceux qui sont restés jusque-là, allez, je vous donne un scoop. Donc ça, vous avez 1 semaine pour l'acheter. Et le numéro suivant, il est en ce moment en train d'être imprimé au moment où je vous parle. Je pense que je n'ai pas le droit de vous la montrer, mais je vous la montre. Voilà la couve du numéro de la semaine prochaine. On sera le numéro spécial aux origines qui va vous accompagner pendant les fêtes et sortira à ce moment-là aussi le nouveau numéro de la recherche et notre dossier. Yvan Kirchhoff, c'était super. Merci beaucoup. Merci. Un grand merci à Émilie et à Valentin qui étaient à la technique. Encore désolé pour ces petits bugs. Émilie, tu voulais te montrer dans la caméra? Non, je crois que du coup, elle ne va pas oser. On va la retrouver puisqu'elle est avec nous pour toute l'année. On est ravis de la voir. Ah, voilà, Émilie. Hop, allez, je vais faire un coucou à tous nos
Voilà. Pardon pour le bug, hein. C'était ma faute. Merci, parce que sans Émilie, il n'y aurait pas eu ce Twitch. On essaie de faire ça régulièrement, alors s'il vous plaît, abonnez-vous, suivez-nous sur les réseaux pour être au courant des prochaines sessions. On essaie de faire ça en plus de tout le reste, donc c'est un peu compliqué d'être là très très souvent, mais on vient le plus souvent possible, et plus vous êtes nombreux, plus vous participez, plus souvent, plus on pourra le faire. Merci à tous, à très bientôt. Merci. Salut Yvan, merci encore. Ciao.